Donc bonjour à tous, en effet, Stéphane Hugon, avant-vente chez Trend Micro. Le but d'aujourd'hui, c'est d'expliquer l'importance aujourd'hui de la gestion de la surface d'attaque. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, parce que c'est un terme qu'on retrouve ASRM, EASM, plein d'acronymes. Le but, c'est d'expliquer pourquoi aujourd'hui c'est important. Déjà, qu'est-ce que la surface d'attaque, et d'expliquer avec Trend Micro comment on arrive à résoudre ces problématiques. Donc, première chose, qu'est-ce que la surface d'attaque ? La surface d'attaque aujourd'hui, ça va représenter tous les potentiels points d'entrée qui seraient susceptibles d'être ouverts dans une entreprise et qui pourraient impliquer l'accès à des ressources sensibles ou du moins des accès non autorisés. C'est quelque chose qui est assez complexe, de plus en plus croissant. Pourquoi ? De par les usages. Historiquement, on parlait de la gestion des endpoints, gestion des serveurs. De plus en plus, on parle de la gestion des identités, on parle de la gestion de tout ce qui est VPN Gateway, on parle d'IT, on parle d'OT, on retrouve de plein de choses. Et cette gestion de la surface d'attaque, si on maîtrise que son endpoint, si on maîtrise que son serveur, on va être aveugle sur plein d'aspects. Donc le but de cette définition de la surface d'attaque, c'est de dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus prendre en compte seulement les assets, je dirais, legacy ou historiques. C'est de dire, on va aller couvrir le endpoint, ok, très bien. On va avoir besoin de visibilité sur le serveur, sur les workloads, sur la notion des containerisation, du routeur, du switch, l'OT aussi. Pourquoi ? Parce que l'OT, la frontière IT-OT est plus ou moins bien définie dans les entreprises, mais l'OT reste un point d'entrée qui peut être important dans les différentes attaques qu'un client pourrait subir. Et les vecteurs d'attaque aujourd'hui, alors de par notamment l'après-Covid, tout ce qui est problématique liée à la messagerie, mais pas que, on retrouve un nombre croissant d'attaques, spear phishing ou autres, des mauvaises configurations d'assets dans le cloud. C'est pour ça aussi qu'on reviendra sur la notion de la gestion de la surface d'attaque, de tout ce qui est cloud, quid de ce qu'on appelle misconfiguration. Aujourd'hui, on peut configurer des infra AWS, Azure ou autres. Mais si on n'a pas la maîtrise de ce qu'on fait, ça peut être une porte ouverte à toutes les ressources de l'entreprise. Ce qui est important, je l'évoquais tout à l'heure, c'est de comprendre dans cette gestion de la surface d'attaque, déjà, où sont mes assets. Si je ne maîtrise pas la totalité en termes de visibilité de mes assets, je vais forcément avoir des endroits où je vais être aveugle et je vais avoir du manque de maîtrise et potentiellement des points d'entrée qui seraient vulnérables que je ne vais pas voir, du moins à l'étape initiale. Donc, quid de mon exposition ? Ça peut venir, comme je l'évoquais, de plein de choses. Ça peut venir de problématiques au niveau de la messagerie, ça peut venir aussi de la sensibilisation à l'utilisateur qui n'est pas forcément bien faite, ça peut venir de la gestion des vulnérabilités. Est-ce que je maîtrise bien mon exposition aux risques liés aux vulnérabilités à la fois applicatives et OS ? Et du coup, sur cette gestion de tous ces assets, est-ce que j'ai des chances, la malchance de potentiellement être breaché par rapport à des risques qui auraient été corrélés ? Et est-ce que j'ai des indicateurs de compromission qui me permettent de dire que je suis sous le coup d'une attaque ou qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et qui pourraient déborder sur une attaque ? J'ai résumé de manière... je dirais assez light les raisons pour lesquelles il est de plus en plus complexe de manager ou de piloter sa surface d'attaque. Il y a une adoption forcément qui est de plus en plus massive des services cloud, Office 365, la partie Salesforce, tous les outils SharePoint ou autres ont été externalisés, donc beaucoup plus d'externalisation de la data. Le télétravail a engendré un certain nombre de problématiques. Alors, ça a arrangé pas mal de choses, mais niveau sécurité, ça a ouvert certaines portes. Bon, la partie OT et forcément tout ce qui est croissance des Cloud Native Applications. Donc là, on est plus dans tout ce qui est cycle DevOps, DevSecOps, où on a besoin de développer de plus en plus rapidement, d'opérer de plus en plus rapidement. Quid par contre de la sécurité ? Est-ce que ma sécurité est bien pensée par rapport au cycle DevOps ? Ce qui nous amène aussi à un constat qui est tiré de l'ESG Research, qui est que une grande majorité aujourd'hui des attaques que l'on a pu observer proviennent d'assets qui ne seraient pas managés, mal pilotés
ou d'éléments qui seraient exposés à Internet dont on n'aurait peut-être pas la connaissance ou qui viendraient d'une mauvaise configuration. C'est pour ça que chez Trend Micro, on le verra dans la partie démo, puisque là j'ai introduit avec quelques slides, mais après je ferai une petite démo en live. On a introduit ce principe de gestion de la surface d'attaque, donc ASRM, Attack Surface Risk Management, pour permettre 3 choses essentielles. La découverte, découvrir à la fois forcément ce que je maîtrise, mais aussi ce qui n'est potentiellement pas managé. Comprendre, mettre un risque, un scoring, pourquoi tel asset me paraît à risque et pourquoi tel asset ne l'est pas. On verra tout à l'heure quels sont les critères que l'on va utiliser pour remonter un niveau de risque. Et bien sûr, mitiguer. Mitiguer, pourquoi ? Parce que si j'ai un asset qui est exposé en frontal, une IP publique en port 80, clairement, il y a peut-être un problème de configuration et donc c'est important de le notifier et d'être proactif sur si c'est configuré de cette manière-là, avant qu'il y ait quelque chose qui arrive dans mon réseau, autant essayer de régler la situation pour éviter justement après de déborder sur d'autres problématiques qui là sont plus des problématiques de gestion avec mon SOC qui va récupérer l'alerte de tel ou tel élément qui vient de se passer et y remédier. Et justement, on le verra aussi tout à l'heure sur cette partie ASRM, on vient en mode ce qu'on appelle proactif, puisque encore une fois, le but c'est de montrer un niveau de risque, faire un assessment de ma sécurité, et c'est couplé à des principes de DR, puisque je pense que si vous êtes à l'aise avec ces principes d'EDR, XDR, mais un EDR ou un XDR, il va être plus en mode réactif, c'est-à-dire qu'on va analyser des choses qui vont nous être remontées par un poste de travail, un serveur ou autre, et derrière, mon SOC, avec des outils de type SIEM, des types SOAR, va orchestrer de la réponse. Mais l'événement se sera déjà produit. La gestion de la surface d'attaque, donc à SRM, on est plus sur du proactif. Pourquoi ? Parce qu'on va permettre encore une fois de découvrir mes assets, de donner un risque, donc faire un assessment de tous mes assets et de proposer de la mitigation avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc si je résume les trois piliers, la découverte de la surface d'attaque, et c'est là où on commence à évoquer un petit peu les différents assets que l'on va pouvoir gérer. Forcément, je l'évoquais, le endpoint, le serveur, le workload, le conteneur, ça c'est des choses qui sont assez basiques dans le cycle d'une entreprise. Par contre, des choses qui sont très importantes à prendre en compte sont par exemple les identités. Aujourd'hui, l'utilisateur ou le end-user, c'est presque le premier vecteur d'entrée ou d'initiation dans un réseau d'entreprise. Pourquoi ? Parce que via, comme je l'évoquais, la partie mail, du spear phishing ou du ciblage d'un utilisateur par rapport à du social networking, par rapport à du professional networking, eh bien, on peut arriver à récupérer des informations et à cibler cette personne. Donc, c'est important d'avoir cette notion de gestion des identités qui va être consommée par nos solutions. Bien sûr, c'est pas nous qui fournissons des solutions de type IAM, mais on va venir s'intégrer avec de l'AD, de l'Azure AD, de l'Okta, potentiellement des solutions type CyberArk, Ping ID ou des choses de ce type-là. External Facing Services aussi, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, tout ce qui est exposé en frontal sur Internet, on est censé en avoir la maîtrise. Par contre, quand on est dans une entreprise qui est assez large et où les devs ou les employés font un petit peu ce qu'ils veulent à droite à gauche, eh bien on peut s'apercevoir que des domaines ou des IP nous appartiennent mais ne sont pas du tout monitorés ou pilotés, ce qui peut être un point d'entrée. Pourquoi ? Parce qu'un certificat peut être expiré, parce que justement des ports peuvent être configurés en mode ouvert et donc on peut s'immiscer de par cette manière-là. Donc cette découverte de la surface d'attaque va vous amener la visibilité de vos assets managés, de vos assets non managés, mais aussi corrélés avec du third party, encore une fois, de l'IAM, des services externes tiers, mais aussi de la télémétrie ou des éléments d'un proxy web ou d'un firewall pour justement venir enrichir cette surface d'attaque. À la suite de la découverte, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que de part, là on parle vraiment de l'intelligence de ce que Trend Micro met à disposition, on va calculer un risque qui est de la propriété intellectuelle, mais qui va se baser sur plein de vecteurs, plein de calculs, plein de seuils atteints ou non.
Et de par ce scoring qu'on va pouvoir mettre sur un utilisateur, sur un événement de sécurité spécifique, eh bien, on va donner de la visibilité aux gens qui administrent la sécurité, encore une fois que ce soit les IT Ops ou la partie SOC, pour savoir quels sont mes assets ou quels sont les risques les plus hauts auxquels je fais face, pour savoir comment les mitiguer le plus rapidement possible. Ça peut être une CVE sur un asset exposé en frontal, donc on sait qu'il y a telle ou telle vulnérabilité qui va être important de combler, mais ça peut être plein d'autres événements que l'on verra tout à l'heure dans la partie démo. L'avantage aussi sur cette partie risque, c'est que dans la plateforme, vous avez de l'aide, parce que le plus souvent, quand on a plein de solutions, je dirais maison, des solutions tiers, on a du mal à comprendre un petit peu comment on va pouvoir réduire ce risque ou le mitiguer. La plateforme vous amène déjà une notion de gestion des objectifs. Typiquement, aujourd'hui, j'ai ma posture de sécurité globale de mon entreprise, elle va être peut-être en high risk ou en medium risk. Si mon objectif, c'est de le rabaisser et de le mettre en low risk, quelles vont être les mesures que je vais pouvoir prendre à l'instant T par rapport à ce qui m'est remonté? Pour ça, on va retrouver un certain nombre, alors je ne sais pas comment ça sort sur le grand écran, mais je vais plutôt zoomer. On va pouvoir retrouver des choses assez basiques liées à j'ai ma solution NDR, maison ou tierce, qui m'a remonté des flux suspects. J'ai une solution endpoint Trend Micro, par exemple, qui s'appelle Apex One, et ça me remonte aussi des problématiques liées à la configuration du produit. Par exemple, je ne sais pas, sur ma solution endpoint, le machine learning ou des choses de ce type-là ne sont pas identifiées correctement. Et donc, j'ai des conseils en termes de remédiation sur comment cibler ces problématiques, comment cibler des vulnérabilités qui seraient identifiées, ou, comme je vous en ai parlé, la partie système configuration me notifier que sur certains éléments, j'ai mes certificats qui sont expirés. Et donc, soit c'est un asset qui n'est plus utilisé, dans ce cas-là, il faut le décommissionner, ou bien c'est quelque chose que j'utilise encore et il est important de pouvoir renouveler le certificat pour assurer une sécurité maximum. Donc, vous voyez ici la partie remediation step qui match ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ça peut aller tout simplement par rapport à la problématique de sécurité sur votre solution endpoint, merci de vérifier et d'appliquer ou de cocher la case qui va bien pour activer la feature de sécurité. Si c'est une CVE, merci d'appliquer le patch tant que possible, ou bien se baser sur des solutions Trend Micro ou tierces pour faire par exemple du virtual patching, donc aller patcher une vulnérabilité qui peut-être ne pourrait pas être patchée physiquement. Et du coup, de par cette mitigation, on a plusieurs manières de le faire. On a la manière, je dirais, les informations remontent à un SOC, le SOC va opérer les différentes améliorations qu'il est nécessaire de faire pour baisser le score de sécurité. Ou bien, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des playbooks qui sont disponibles dans notre console, que vous pouvez créer from scratch. On voit peut-être pas tous les détails sur les grands écrans, mais donc sous un format Stackstorm, en fait, vous pouvez créer vos propres conditions qui disent, par exemple, si je prends un playbook sur l'identité, la gestion des identités, je peux définir un playbook qui va dire que si à un instant T, je vois que j'ai un protocole d'authentification faible sur mon utilisateur et qu'il a un score de sécurité qui est élevé et couplé à des tentatives, par exemple, d'attaque de type brute force, eh bien, je vais notifier telle ou telle entité qu'il se passe tel ou tel événement ou qu'il y a telle ou telle chose auquel je suis exposé et potentiellement, derrière, même avoir des actions de remédiation sur le compte de l'utilisateur. C'est-à-dire par rapport à un risque, savoir dire, je vais désactiver le compte AD de l'utilisateur, je vais le forcer à se reloguer pour vérifier déjà que c'est bien lui et que cette posture de sécurité déjà peut être résolue. Donc voilà, donc en gros, cette gestion de la surface d'attaque, encore une fois, avant de passer sur la partie démo, elle se caractérise vraiment en 3 différentes étapes. La première, je donne de la visibilité sur tout ce qui est présent dans le réseau d'entreprise. La deuxième, je fais un assessment, donc une évaluation, et je priorise les différentes réponses les plus essentielles à faire dans un premier temps. Et enfin, de la mitigation, j'utilise les outils fait maison ou alors les outils Trend Micro pour justement remédier à ce risque-là. Donc, je vais vous le montrer en live. Je vous demande juste un instant, le temps que je me
connecte. Alors, je vais juste vérifier. OK. Alors, hop. OK. Est-ce que... OK, super. Donc là, on accède à la plateforme, donc la plateforme Vision One qui est chez Trend Micro. La plateforme Vision One, c'est la tour de contrôle, c'est la plateforme à partir de laquelle vous allez aussi bien pouvoir piloter le management de vos endpoints, que ce soit du poste, du serveur, comme aussi piloter du coup toute la visibilité et la gestion de la surface d'attaque. Donc en gros, aujourd'hui, on arrive avec une seule et même plateforme pour piloter tout ça. Donc, sur cette notion de gestion de la surface d'attaque, donc attaque surface discovery, je remonte, on va dire, 5 grandes familles. Donc la partie device qui va me remonter tous les assets de mon entreprise. La partie internet facing qui va me remonter via des technologies Trend Micro et via du crawling sur le web tous les assets et tous les domaines qui peuvent être liés à mon entreprise. La partie compte, la gestion des comptes, donc gestion des identités, tout ce que je peux arriver à récupérer d'un tiers type AD, Azure AD, Okta ou autre, mais aussi via du security analytics chez nous qui nous permet de remonter des déviances ou des comportements qui seraient malveillants. Mais aussi la partie gestion des applications cloud. En gros, quelles applications sont accédées? Est-ce que ces applications sont safe? Et enfin, pour ceux qui utilisent des technologies donc de type cloud, AWS, Azure, Google et autres, pouvoir mettre à disposition la gestion et la visibilité des cloud assets. En gros, c'est notamment la gestion et la visibilité que peut apporter un CSPM, donc apporter de la compliance et des informations sur les risques liés à mes configurations dans le cloud. Donc rapidement, je vais browser chacun des menus pour vous montrer un petit peu en détail ce que l'on arrive à remonter et comment on peut faire éventuellement de la remédiation. Donc la partie device, je vous l'évoquais, c'est encore une fois la capacité de voir mes assets managés, mais aussi de voir ce que je ne connaissais potentiellement pas. Donc là, on arrive avec des dashboards qui sont assez simplistes. Device with manage agent, la liste de tous mes agents qui sont managés, le détail de la posture de mes agents. Donc là, on voit un score sur 100 qui laisse présager que j'ai un high risk sur mon endpoint et sur lequel je vais pouvoir investiguer pour comprendre en détail ce qu'il se passe. Typiquement, je clique sur un de mes endpoints, je vais avoir un assessment global du risque via différentes catégories. Encore une fois, compromission des comptes, vulnérabilité, configuration système, détection EDR, XDR et autres. Et dans les risques indicators, donc là, volontairement, je les sélectionne tous. Je vais pouvoir remonter en effet un certain nombre de CVE auxquels mon endpoint peut être exposé, mais aussi, par exemple, l'utilisation d'un OS dans une version qui est dépréciée, donc en gros qui est obsolète. Donc c'est important de pouvoir remonter qu'il y a des OS, certes, qui sont managés, mais par contre, l'OS n'est plus maintenu par Microsoft. Ça peut être aussi des alertes de type l'encryption a été désactivée. Donc, quid derrière de l'encryption désactivée? Remédiation, assez simple, remettre l'encryption en place. Si ce n'est pas le cas, remonter l'information à la partie opérationnelle pour qu'ils comprennent pourquoi l'encryption a été désactivée. Donc voilà, c'est un exemple de choses que l'on peut avoir sur un endpoint, tout en pouvant, plus tard, aller un petit peu plus loin et aller ce qu'on appelle établir une espèce de toile d'araignée autour de son asset et de dire ce endpoint-là, avec quoi il communique, par qui il est utilisé et à quoi il a accédé. Donc là, clairement, par exemple, je peux voir que ce desktop, il est utilisé par une personne qui s'appelle Gary. Gary, derrière, utilise aussi d'autres endpoints. Et de par ces endpoints, derrière, je peux continuer à tisser ma toile et à comprendre qu'il y a eu potentiellement à un instant T des indicateurs de risque donc, qui me sont remontés par une sonde NDR qui me disent tiens, j'ai vu du malware transiter. En aucun cas, c'était potentiellement le deuxième endpoint, un endpoint managé, mais ma sonde réseau l'a remonté et ma sonde réseau m'a permis de voir du potentiel unmanaged. Justement, sur sa notion de unmanaged, comment on arrive à remonter des assets dont on n'a pas connaissance? Ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être fait via de l'écoute passive que font nos agents et donc de dire tiens, il y a tel ou tel endpoint qui a voulu communiquer avec moi, je le connais pas. Ça peut être une sonde réseau qui a permis de remonter ces informations. Et
du coup, je peux accéder en un clic à quels sont tous mes devices qui sont managés ou non. Si je clique sur la partie device name, hop. Ça va mettre voilà. Je peux arriver à voir qu'il y a tel ou tel élément qui est identifié avec un operating system spécifique, avec une IP spécifique, mais pour une raison donnée, ce endpoint-là n'est pas managé. Donc, quid derrière des actions qui pourraient être faites, je pourrais, par exemple, essayer de comprendre un petit peu plus son scope d'interaction, avec qui ce user-là interagit. Et éventuellement, mais ce n'est pas le but aujourd'hui de la présentation, aller même sur des concepts de zero trust, c'est-à-dire mettre en place de l'accès conditionnel à de la ressource ou à bloquer l'accès aux applications, parce que ce endpoint, certes, il est unmanaged, mais il est potentiellement lié quelque part à un AD ou autre. Et l'important, c'est de pouvoir le contrôler, de dire, toi, tu n'es pas identifié, tu n'as pas un agent, donc tu n'es pas compliant, tu n'accèdes pas aux ressources internes de l'entreprise, par exemple. Sur les assets exposés en public. Donc les assets exposés en public, ça passe par la remontée de votre domaine principal, typiquement chez nous, trendmicro.com. Vous pouvez rentrer aussi vos sous-domaines, mais le but de cet outil, c'est de dire, à partir d'un domaine renseigné, je vais aller crawler les potentiels sous-domaines. Alors, c'est une plateforme de démo, hein. Vous allez voir, il y a plein de failles sur Trendmicro, mais c'est pas le cas. Je prends par exemple un domaine trendmicro.com, je peux voir que sous le domaine, j'ai 27 000 IP, 3500 noms de domaine, chacun caractérisé avec du risque. Un risque élevé, un risque moyen, un risque bas, un risque nul. Et l'important, c'est de comprendre pourquoi j'ai ce risque. Si je prends par exemple un domaine au hasard, ok, j'ai un score de 73 sur 100, très bien. Pourquoi j'ai ce score? Comment il a évolué? Donc je vois qu'il y avait un risque qui était à 0 et qui, en date du 2 avril, est monté jusqu'à 73, donc 73 sur 100. Pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, donc je peux aller dans les détails et comprendre, je vois qu'en effet, il y a un certain nombre de vulnérabilités qui peuvent être, qui sont adressées, auxquelles mon asset est exposé. Ce que je peux voir aussi, c'est que, par exemple ici, j'ai mon domaine qui utilise ce qu'on appelle un unexpected port, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément attendu, un port 27017 exposé sur une IP publique. Potentiellement, c'est quelque chose d'anormal. Et comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, la capacité de dire, j'ai un certificat SSL TLS qui a expiré depuis, par exemple, le 4 avril. Est-ce que c'est légitime ou pas? Conseil de remédiation, vérifiez votre autorité de certification et renouvelez votre certificat. Ou alors, si c'est un domaine qui est complètement oublié ou qui n'a pas vocation à être utilisé, dans ce cas-là, décommissionnez-le. Encore une fois, ça apporte de la visibilité. Pourquoi? Parce que vous rentrez un nom de domaine et derrière, vous avez, c'est des technologies de crawling, on crawl le web et on permet d'identifier tout ce qui appartient à l'entreprise. Le but, au-delà de définir un risque, c'est aussi de vous remonter quels sont les assets que vous possédez et est-ce qu'il n'y a pas des assets sur lesquels vous n'auriez pas de maîtrise et pas d'adhérence. La partie compte, alors la partie compte, c'est quelque chose qui est assez dense, mais je vais essayer de passer rapidement. On remonte de l'activité liée à de la compromission de compte ou à la gestion des comptes, encore une fois, via du tiers, AD, Azure AD, Okta, Ping Identity, etc. Mais aussi, on le voit dans les contributed data source, via un certain nombre de solutions qui sont propres à Trendmicro. Le but d'attribuer un risque à un utilisateur, encore une fois, c'est d'identifier toutes les interactions qu'il a pu avoir. Un utilisateur, il peut avoir des éléments qui sont liés à son identité, donc purement à d'où est-ce qu'il s'est connecté, comment il s'est connecté, et est-ce qu'il a eu des unsuccessful logon, par exemple, de manière nombreuse. Mais aussi, ça peut être par rapport à l'ordinateur, au PC qu'il a utilisé, et les risques qui ont été mentionnés. Donc là, par exemple, je prends un exemple de Adel qui a un score de sécurité élevé. Et de par l'intégration de technologies, encore une fois, tierces et Trendmicro, je vais pouvoir remonter un assessment du risque global de mon user avec l'évolution au fil du temps. Je vais pouvoir voir ce qu'on appelle son account activity, d'où est-ce qu'elle s'est connectée, comment elle s'est connectée. Je vois que du logon successful, il y en a eu, mais uniquement
Washington. Par contre, du logon unsuccessful, là, je vois qu'il y en a eu un petit peu partout dans le monde. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est des tentatives de brute force? Est-ce que c'est du password cracking? Il peut y avoir plein de raisons derrière. Et l'intérêt de cette notion de gestion du risque de l'utilisateur, c'est de dire, dis-moi maintenant pourquoi j'ai une activité déjà qui est bizarre, et surtout, j'ai un risque un scoring qui est élevé. Explique-moi pourquoi ce scoring est aussi élevé. Et derrière, on peut retrouver des choses telles que, par exemple, des comptes qui auraient fuité sur le net, puisque derrière nos technologies, on a aussi des moteurs qui crawlent derrière le darknet. Donc dire tel IP ou tel user adresse a fuité sur le net, et donc ça a été utilisé dans une campagne spécifique. Ou bien, il peut y avoir des choses liées, je pense, à la partie configuration. Hop, je vais y revenir. Typiquement, cette personne-là, elle travaille... Alors, ça peut être quelqu'un qui est féru de travail et qui travaille du lundi au dimanche, ok. Mais de par la baseline qu'on aura établie et du comportement de l'utilisateur, on aura pu s'apercevoir que clairement, elle travaille à des heures qui ne sont pas communes. Et clairement, il y a potentiellement un problème. Donc derrière, par exemple, le moteur, donc notre analytics service qui permet de remonter ça, il dit, cette telle personne-là, elle a travaillé le samedi. Est-ce que c'est normal ou pas? De par ce qu'on a pu monitorer via nos moteurs de machine learning et de la baseline qu'on a pu construire, clairement, il y a une déviance. Donc pareil, c'est de la visibilité sur l'utilisateur. Typiquement, on peut voir aussi qu'il y a des risques potentiels de password crack attack. Donc pareil, pourquoi? Parce qu'on a pu voir qu'il y a eu 3066 tentatives en peu de temps de connexion à ce compte utilisateur. On a potentiellement pu remonter, bien que je l'ai ici, des tentatives par exemple d'impersonnation, donc en gros de vol de credentials. Ça a pu être de l'impossible travel aussi, une personne qui s'est connectée, je sais pas, à Paris à un instant T, puis 5 minutes après s'est connectée à Singapour. Donc tout ça, c'est de l'analytics qu'on arrive à remonter et à quantifier et à qualifier pour vous donner de la visibilité sur ce qui se passe sur votre part. Je ne vais pas tous les passer, mais voilà, le but, c'est vraiment de vous expliquer qu'on ne va pas seulement au niveau de la détection en EDR, on ne va pas seulement au niveau de l'exposition du risque, au niveau d'une CV ou autre, mais on va vraiment plus loin. Sur ce genre de comportement, par exemple, on voit qu'il y a un certain nombre sur cette personne-là de comportements suspects. Je ne l'évoquerai pas aujourd'hui, mais on va avoir des capacités justement sur cette gestion de cette surface d'attaque d'aller encore une fois remédier automatiquement, comme je vous l'ai montré dans les slides de tout à l'heure. Mais on aura aussi la possibilité, si on est un opérationnel, de pouvoir le faire via API, ou bien de pouvoir directement, manuellement dire moi, par rapport à ce que je vois sur cet utilisateur-là, je vais désactiver son compte AD parce que pour moi, il y a un problème. Si je désactive le compte et qu'il n'y a personne qui revient vers moi, clairement, c'est qu'il y a un souci. Si je le désactive et que 5 minutes après, j'ai un appel en disant j'arrive plus à me connecter à mes ressources, qu'est-ce qui se passe? On pourra supposer que l'action était légitime. Par contre, il faudra peut-être investiguer sur pourquoi j'ai tous les autres risques liés, comme on le voyait un petit peu en dessous, à de l'activité suspecte sur des liens web, à des vulnérabilités, à de la compromission de compte et autres. Donc le but, c'est vraiment, on va dire, de maîtriser la situation, d'appliquer les conseils de mitigation pour après remettre le user dans un scoring qui serait pertinent. Sur la partie Cloud Asset, par exemple, je l'évoquais aussi, toute cette notion de conformité et de gestion CSPM, via l'intégration de technologies, encore une fois, de CSPM, on est capable de remonter de l'information sur tout ce que j'ai en ma possession. Et typiquement, moi, je vais prendre le premier. Mon premier asset qui m'est remonté, 72 sur 100, ok. Je regarde un petit peu ce qui m'est remonté en termes de risque et je vois que cet asset-là, qui m'a été remonté de mon outil, me stipule que, en gros, j'ai une cloud configuration infrastructure qui n'est pas compliant. Pourquoi? Parce que check for unrestricted HTTPS access. Donc, en gros, il y a des règles de compliance dans mon CSPM qui ne sont pas respectées. Donc, je vous donne de la visibilité sur ce qui ne va pas et après, remédiez-y par rapport aux différentes informations que l'on aura remontées via de la remédiation automatique, via de la remédiation manuelle ou via des opérations vraiment sur l'asset en question. Cet exemple-là est peut-être pas le plus parlant, mais je prends l'exemple d'un bucket S3. Les équipes travaillent sur du stockage et pour X raison, à un instant T, le bucket S3 est mis en public. Le bucket S3 mis en public,
qu'est-ce qui va se passer? En gros, n'importe qui peut avoir accès au bucket. Derrière, clairement, il y a un problème de configuration. Donc, on va avoir une remontée qui dira votre bucket S3 est exposé en public, c'est une problématique de sécurité. Merci de résoudre le problème, soit de le mettre en privé, soit de décommissionner ou de retravailler sur la manière dont le bucket a été provisionné. Donc, je ne vais pas en dire davantage. Ce qui est important à comprendre, encore une fois, c'est qu'on a une seule et même plateforme qui va permettre d'apporter toute cette visibilité, cette mitigation, couplée encore une fois à des technologies de type XDR, que ce soit des éléments qui sont propres à Trend, comme des éléments tiers.